Merci d'être là ce matin. J'ai le mandat de vous présenter certains résultats préliminaires d'un projet de recherche qu'on mène en équipe. Je suis la seule présente, mais je tiens à souligner là, mes collaborateurs Isabelle Lepin, Alexis Trouang et Daniel Namian de l'Université de Sherbrooke et de l'Université d'Ottawa. On s'est intéressé un petit peu aux difficultés psychologiques et émotionnelles des intervenants sociaux qui pratiquent, qui offrent des services à la clientèle jeunesse et aux familles dans le réseau, dans le secteur public, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Euh, D'emblée, on peut dire que, pour un petit peu faire la mise en contexte, au cours des dernières années, de nombreuses organisations, comme on le sait, se sont engagées sur la voie des restructurations successives, des restructurations qui ont souvent été rompues au principe de la réduction du personnel, réduction des stocks, des coûts, des temps, qui sont si caractéristiques, comme on le sait, du lean management. Ces réorganisations ont aussi touché le secteur public québécois, où, sous l'influence des grands principes de la nouvelle gestion publique, la nécessité de limiter les dépenses combinée à une augmentation de la productivité est venue changer la donne dans bien des milieux. Désormais, il fallait faire plus et mieux et avec moins. Les principales répercussions négatives de ces réorganisations, de plus en plus visibles et documentées, sont entre autres l'intensification du travail, une dégradation des conditions de travail et d'exercice, ainsi qu'une augmentation de la charge de travail dans bien des cas. Et cela vaut, comme le montrent les études, pour plusieurs métiers et pour plusieurs contextes de pratiques professionnelles. On connaît aussi les risques posés par les organisations du travail en lean management en termes d'effets nuisibles sur la santé. Les études montrent qu'il y a des effets en termes d'impact d'anxiété, montée de l'anxiété, montée du stress, montée des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de santé psychologique, etc. Au fond, ce qu'on constate, c'est que ces conditions de travail ou d'exercice que l'on constate finalement dégradées, qui ont des conséquences potentiellement nuisibles sur la santé des travailleurs, qui sont aussi donc associées au lean management et à la nouvelle gestion publique, se présentent finalement comme autant de facteurs de risques psychosociaux. Et donc, je suis contente que vous ayez fait la présentation au départ. Donc, ce sont autant de facteurs de risques psychosociaux du travail qui peuvent porter atteinte à la santé des travailleurs. Car effectivement, euh, et ce qu'on appelle de plus en plus communément les fameux risques psychosociaux, qui sont finalement un ensemble de conditions de travail et d'emploi qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé. En effet, ici mon petit schéma, grâce notamment aux études épidémiologiques qui sont menées depuis plusieurs années, des grosses études sur des grosses cohortes populationnelles, on sait aujourd'hui qu'au même titre que l'environnement physique de travail, l'environnement psychosocial du travail, ou finalement un ensemble de facteurs psychosociaux du travail, comme la charge de travail élevée, le manque de reconnaissance, le manque de support social, au fond, sont autant de facteurs liés au travail qui peuvent nuire à la santé physique et à la santé psychologique, notamment par l'intermédiaire du stress. Donc, le stress qui finalement joue. Et donc, les conséquences, on le voit, c'est en termes de dépression, symptômes dépressifs, épuisement professionnel, anxiété, détresse psychologique. Bref, l'environnement psychosocial de plus en plus est reconnu comme pouvant porter atteinte à la santé. Donc ça, on commence à mieux le comprendre. Ce qu'on comprend aussi de mieux en mieux, c'est que ces risques psychosociaux ou ces conditions de travail et d'emploi qui mettent à risque la santé, en fait, ce sont des risques qui, finalement, n'évoluent pas en vase clos. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux sont en fait indissociables de tout un ensemble d'éléments de contexte et de transformation. Donc, autant de transformations émanant du contexte économique, du contexte des transformations émanant du contexte organisationnel, du contexte social. Et donc, toutes ces transformations vont faire en sorte vont créer une sorte de terreau plus ou moins propice à la multiplication, à l'émergence de différents types de risques psychosociaux et donc à leur plus ou moins grande prévalence en fonction des milieux de travail. Donc ça aussi, on commence à de mieux en mieux le comprendre. Toutefois, ce que l'on comprend un peu moins bien jusqu'ici, qui constitue une sorte d'angle mort de la littérature, c'est que l'approche qu'on utilise jusqu'ici, qui est surtout une approche positiviste épidémiologique pour approcher les risques psychosociaux, n'arrive pas finalement à tout à fait bien à traiter d'un phénomène qu'on observe, c'est que les risques psychosociaux, finalement, ont des effets inégaux sur la santé des travailleurs. Et c'est-à-dire que les conséquences des risques psychosociaux sur la santé peuvent être différentes d'un salarié à l'autre, d'une entreprise à l'autre
et aussi d'un métier à l'autre. En gros, il n'existe pas finalement de relation automatique entre le fait d'être exposé à certains risques psychosociaux et le fait de connaître des problèmes sur sa santé en termes de problèmes d'épuisement professionnel ou de troubles musculo-squelettiques. Donc, comment on peut expliquer ces écarts? Donc, pourquoi, face à des mêmes risques psychosociaux, certaines salariés auront des atteintes à leur santé dans certaines entreprises plus que d'autres, puis dans des métiers plus que d'autres? Donc, pour la psychologie va apporter un certain nombre de réponses pour justement expliquer ces écarts. Elle va le faire sur la base des différences interindividuelles. Donc, elle va dire, entre deux travailleurs, il peut y avoir des écarts. Certains travailleurs vont avoir certaines croyances, certains traits dispositionnels, certains traits de personnalité. Et aussi, il va y avoir des écarts en termes de ressources personnelles, en termes de ressources sociales, organisationnelles, qui vont faire que certains travailleurs vont mieux s'adapter, vont mieux coper que d'autres face à certaines conditions de travail. Et éventuellement, mais ça va avoir un impact sur les effets qu'ils auront sur leur santé. Donc ça, c'est un peu la réponse de la psychologie pour expliquer ces écarts. À côté, il y a aussi une réponse qui émane de la sociologie. Et là, ici, je me réfère davantage aux travaux de Marc Loriol en France, qui a montré que ces écarts dans la perception des contraintes du travail et aussi ces écarts dans les effets qu'on observe les effets sur la santé de certaines contraintes du travail ne sont pas le résultat simplement d'un processus cognitif individuel, mais aussi sont le résultat d'un processus qui collectif. Plus spécifiquement, en fait, à partir d'une approche constructiviste, L'Oréal va montrer que les travailleurs vont percevoir et également ils vont pouvoir répondre ou s'adapter, coper collectivement, voire résister collectivement de manière différente aux contraintes du travail, y compris face à celles qui représentent épidémiologiquement un risque pour eux. Et donc, c'est collectivement qu'ils vont pouvoir répondre, ils vont pouvoir agir face à certaines contraintes du travail et cela faire en sorte de venir moduler finalement la présence des risques psychosociaux et des effets que ça aura sur leur santé. Bref, dans ce processus, on voit bien toute l'importance finalement de ce qui arrive avec le collectif de travail. Qu'est-ce que peut faire le collectif de travail en amont, en aval, face aux risques psychosociaux, de façon à moduler leur présence et éventuellement leurs effets sur la santé. Et donc, c'est ce rôle joué par les collectifs de travail qui nous a intéressés finalement d'étudier dans le cadre de notre projet de recherche. Donc, on a choisi, comme je l'ai dit, d'étudier le cas des intervenants sociaux du secteur public qui travaillent auprès des jeunes et de leurs familles. On sait un certain nombre de choses sur ces travailleurs, ces intervenants sociaux. Donc, ici, certains résultats de recherche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler des risques psychosociaux sans prendre en compte les éléments de contexte, des transformations des contextes économiques et organisationnels notamment. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des intervenants sociaux dans les éléments de contexte? Bien, on sait qu'au Québec, il y a eu différentes transformations du contexte économique. Ça fait plusieurs années qu'on est dans un contexte d'austérité budgétaire. On a vu aussi une succession de réformes du réseau de la santé, dont en 2004, la première qui a été pilotée par Couillard et ensuite, une dizaine d'années plus tard, la fameuse réforme Barrette qui, ensemble, ces deux réformes ont profondément transformé l'architecture du réseau de la santé et cela dans une perspective souvent de réduction des effectifs qui, finalement, apportait une pression là, sur le plancher. On peut parler aussi du contexte de pénurie de main-d'œuvre, qui est clairement une donnée tout à fait importante au niveau du contexte économique actuel. Au niveau du contexte organisationnel que nous montrent les études, c'est que finalement, les réformes successives ont considérablement désorganisé, déstabilisé l'organisation du travail au sein du réseau de la santé et souvent parce que celles-ci sont soumises de plus en plus aux principes de la nouvelle gestion publique. Or, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on constate? Quelles sont les conséquences de ces transformations des différentes dimensions du contexte? Bien, on remarque dans les études que beaucoup d'intervenants se plaignent de conditions de travail et d'exercice dégradées, donc des conditions d'exercice et de travail détériorées. Et lorsqu'on creuse derrière cette plainte, donc qu'est-ce qui s'est dégradé? Qu'est-ce qui se passe moins bien? Bien, en fait, en creusant un peu, nos recherches ont montré qu'en fait, on peut voir qu'il y a une sorte d'expansion, de multiplication des risques psychosociaux dans ce qu'ils décrivent vivre au travail. Donc, certaines de nos recherches ont montré qu'effectivement, plusieurs intervenants sont en position de surcharge dans un travail qui s'est intensifié. On rapporte des conflits éthiques, des conflits de valeurs, une diminution de leur autonomie professionnelle, un travail qui fait moins sens, un contenu du travail qu'on juge moins intéressant, un faible support des gestionnaires, mais aussi des collègues.
Et tout ça, donc ces risques psychosociaux qui sont rapportés par les intervenants sociaux, ben, ont des effets sur la santé. Et j'attire votre attention sur un résultat tout à fait important. Donc, un large sondage qui a été mené par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, donc auprès de leurs membres. Et ce sondage a rapporté que 71% des intervenants qui travaillent auprès de ces clientèles rapportent vivre un stress élevé au travail depuis la réforme Barrette. Donc, on est à 71%. Ce n'est pas un phénomène marginal, donc il se passe quelque chose dans ce milieu. Donc, sachant cela, on s'est dit, bon, ben, ça, c'est un peu où on en est au niveau de la littérature, mais qu'en est-il du rôle du collectif de travail dans cette situation qui est finalement un peu alarmante et dégradée à plusieurs niveaux? Donc, on a cherché à mieux comprendre le rôle du collectif dans la dynamique d'émergence et de multiplication de ces risques psychosociaux auxquels sont exposés les intervenants sociaux, et aussi quelles sont les conditions de possibilité de ces collectifs de travail à l'heure actuelle avec toutes les transformations en présence, et comment finalement, ces collectifs arrivent à bien fonctionner ou pas. Pour essayer de mieux répondre à ces objectifs, donc, on a élaborer un projet de recherche avec une double méthodologie, donc à la fois une partie quanti-quali. Aujourd'hui, c'est des résultats préliminaires qui portent essentiellement sur la partie quali. Donc, on a fait un sondage qui a rassemblé 200 intervenants qui ont bien voulu répondre. Donc, on les interrogeait plus au niveau épidémiologique là, à leur exposition aux risques psychosociaux. Et aussi, on a mené des entretiens, donc avec 43 d'entre eux. Donc, chacun, ces intervenants travaillaient donc auprès des clientèles jeunesse et des familles. Donc, ici, vous voyez leur secteur de rattachement, santé mentale jeunesse, crise ado-famille, difficultés scolaires, pédopsychiatrie, réadaptation externe. L'ensemble des intervenants étaient des salariés dans un STUS ou un CIS des régions de Québec, Gatineau et de l'Estrie. Sans surprise, comme dans beaucoup d'enquêtes de ce type, plus de femmes que d'hommes, donc 35 femmes, 8 hommes. Et ces professionnels avaient différentes formations. Donc, on a des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des techniciens de travail social, techniciens d'intervention en délinquance. Donc, on a fait des entretiens avec ces intervenants qui ont duré entre 60 minutes et 90 minutes. Et là, je vous présente aujourd'hui certains résultats préliminaires de justement, dans leur récit, quel rôle joue le collectif de travail dans leur situation de travail et en lien avec les risques psychosociaux auxquels ils sont exposés. Pour faire une synthèse courte, dans la littérature, on se penche sur, bien, au fond, quel est le rôle d'un collectif de travail au niveau en lien avec la santé. En fait, on peut dire qu'il y a deux grands rôles que peut jouer un collectif de travail. La première manière, c'est qu'on va dire que le collectif peut s'avérer une source importante d'entraide et de coopération qui va faciliter l'accomplissement des tâches et pour surmonter notamment les difficultés qu'on peut vivre dans le cadre de notre travail. Donc, comment le collectif de travail va offrir cette entraide? Bien, c'est notamment parce qu'il va permettre de partager tout un ensemble de gestes de métier, des trucs, des astuces pour justement résoudre certaines difficultés qu'on peut avoir dans le cadre de notre travail. Une autre grande manière dont le collectif peut offrir ce type d'entraide, c'est que le collectif va permettre de débattre sur un plan collectif de ce qu'est un bon travail. Donc, c'est quoi un bon travail? C'est quoi les critères d'un bon travail? Et souvent, il y a des conflits sur c'est quoi une bonne intervention, par exemple. Mais le collectif va pouvoir essayer d'arbitrer, d'essayer justement de s'entendre sur la définition d'un bon travail de façon à ce que le conflit ne se transpose pas en un conflit personnel ou de personnalité ou d'une ambiance un peu toxique. Donc, en somme, on peut dire qu'au premier niveau, le collectif de travail va faciliter la réalisation du travail. Et la deuxième grande manière que le collectif peut préserver et protéger la santé, c'est qu'on observe qu'il peut être un gage de ce qu'on appelle la reconnaissance pratique. Donc, c'est quoi la reconnaissance pratique? Ça apporte les moyens de mieux faire son travail, de répondre aux objectifs du travail. Or, comment il fait ça, le collectif? Bien, c'est tout simplement que dans nos échanges avec des collègues parfois plus expérimentés, on va chercher des compétences supplémentaires, donc qui chargent notre activité et qui nous permettent de mieux répondre finalement aux tâches. Et aussi, on dit que le collectif va être une source de reconnaissance symbolique, donc une source de confiance, d'estime, tout simplement parce que lorsque les membres d'un même collectif finalement coopèrent, bien, ça permet de légitimer ou de cautionner une manière
commune de faire les choses. Et donc, quand on a cette caution collective, on a confiance en nous, on a confiance dans notre acte professionnel. Puis ça, bien, forcément, comme la reconnaissance pratique, la reconnaissance symbolique, ça protège la santé. En revanche, ce que nous dit la littérature, quand justement le collectif est absent, le travail est effectué en général en solitaire par des travailleurs isolés qui ont moins de ressources collectives pour justement faire leurs tâches. Donc, qu'est-ce que nos données montrent jusqu'ici au niveau du rôle du collectif? Bien entendu, il y a certains travailleurs pour qui le collectif, ça se passe bien. Il y a une collaboration qui semble être fluide, une entraide qui est présente. Or, dans les récits, par contre, on voit que pour bien des travailleurs, on dirait que les collectifs sont en souffrance ou en tout cas sont fragilisés. Si on regarde le premier rôle que peut jouer le collectif, donc au niveau de la source d'entraide, en fait, on se rend compte que dans bien des récits, c'est que ce soit dans le cadre d'échanges qui sont plus formels, donc que ce soit dans les équipes de travail ou dans le cadre d'échanges plus informels sur le dîner ou entre les tâches, l'entraide pour beaucoup de travailleurs semble difficile et les occasions d'échanger des astuces semblent aussi pauvres. En fait, la pénurie de main-d'œuvre, le grand roulement de personnel, l'instabilité des équipes parce que les gens partent, reviennent en maladie, etc. Et aussi le fait qu'il y a beaucoup de jeunes, pénurie de main-d'œuvre, un bon niveau d'expertise. En fait, tout ça pèse lourd sur l'activité des intervenants qui sont nombreux finalement à peiner à trouver les moyens de s'entraider véritablement et à s'échanger des astuces. Au niveau de la mise en débat du travail, donc, qu'est-ce qu'une bonne intervention? Les intervenants semblent, en fait, quand on les interroge, nous dire qu'ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas le temps, ils sont surchargés, ils n'ont pas l'espace pour justement essayer de débattre de ce qu'est une bonne intervention. Et souvent, lorsque justement il y a un conflit, des divergences de vues sur comment on devrait intervenir, etc., en ne pouvant pas adresser cette question, ça se transpose en conflit personnel, en conflit de personnalité. Donc, beaucoup nous ont dit que les équipes sont en train de se détruire. Donc, il y a une création de clans. On ne se parle plus. Et donc, ça crée un climat de travail sans surprise là, très, très nuisible, puis qui amène beaucoup de travailleurs finalement à vouloir changer d'équipe de travail, donc ce qui est aussi nuisible pour les collectifs de travail parce que ça amène encore plus d'instabilité. Et même, certains vont dire que c'est si nuisible. En fait, il y en a qui nous ont dit je me suis mis en congé de maladie, c'était insupportable, ce climat de conflictuel au travail. Et deuxième point, sur lequel je voulais attirer votre attention. Qu'en est-il de la reconnaissance pratique et de la reconnaissance symbolique? Sans surprise, lorsqu'il y a peu d'entraide ou qu'elle est difficile, c'est difficile en même temps pour les intervenants finalement d'aller chercher des nouvelles compétences et de pouvoir finalement avoir plus de ressources pour accomplir leur travail. Donc, très peu d'occasions de reconnaissance pratique. Et au niveau de la reconnaissance symbolique, à force finalement ce qu'on observe, c'est qu'à force de naviguer dans des conflits interpersonnels, qui n'adresse jamais les questions du travail, mais vraiment qui dérivent toujours sur des conflits de personnalité, tranquillement, les travailleurs disent perdre confiance, s'isoler, se remettre en question, se sentir incompétents et bref, c'est rien de bon pour leur activité et donc ça crée encore plus de facteurs de risques psychosociaux pour eux. Donc, si j'ai mis un extrait de dire que face à des ambiances conflictuelles avec des collègues, ça crée des sous-groupes, on a de la difficulté à vouloir se parler dans les espaces communs, ça fait que souvent, on va être plus distant, on va rester silencieux, on va s'isoler. Donc, c'est comme s'il n'y a plus de place pour finalement le collectif de travail, l'échange et le travail collectif. Bref, je vais conclure là-dessus. Il me reste 2 minutes. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, nos analyses préliminaires donnent à penser que bien des intervenants sociaux travaillent et prennent part à des équipes de travail aujourd'hui, mais que ces équipes de travail semblent être sans collectif, dénuées de collectif de travail, qui, en soutenant mal leur activité et en offrant peu de ressources et d'alternatives face aux difficultés qu'ils peuvent vivre dans le cadre de leur travail, en fait, ces collectifs de travail arrivent finalement très mal à protéger leur santé.
Et plus encore, ça nous donne à penser que l'intensification du travail et la dégradation des conditions d'exercice dont on a parlé au départ, qui sont largement associées aux différentes réformes du réseau de la santé, auraient donc significativement contribué à fragiliser les collectifs de travail et du même coup à rendre propice la multiplication des risques psychosociaux parmi eux, donc la perte de sens, les conflits de valeurs, les manques de soutien des collègues, des supérieurs, les conflits interpersonnels, etc. Et surtout, à notre sens, c'est là-dessus que je vais terminer mon intervention, c'est que cette fragilisation des collectifs de travail nous apparaît une piste d'analyse très, très porteuse pour approfondir ces phénomènes, en ce qu'elle apporte, à notre sens, un angle collectif d'analyse des difficultés du travail en termes de RPS. Donc, essayer d'apporter une lecture plus collective aux risques psychosociaux du travail. Elle permet aussi la question de la fragilisation des collectifs de travail. Elle permet de soutenir les conditions de possibilité d'un travail d'intervention de qualité. Et enfin, elle vise à protéger la santé de ces intervenants qui, pour le moment, semblent très, très isolés et très en souffrance. Voilà.